docteur Ben Younes Uzan, qui a été formé en Belgique avant de venir à Robert Debré et de travailler en collaboration avec le professeur Defez, dont on a parlé précédemment, et de mon père, le docteur Fellus. Elle a fait son mémoire de fin d'études sur les traitements précoces en denture lactéale. Donc, je vais vous parler de traitement d'orthodontie précoce. Je vais vous parler d'orthodontie puisque je suis orthodontiste. Et quand sont-ils indiscutablement indispensables? Donc d'abord, première chose, je voudrais remercier le docteur Fellus et le docteur Bergeron de me donner la parole. J'ai beaucoup travaillé avec Patrick Fellus et j'apprécie tous les jours cet exercice en orthodontie pédiatrique. Mes études, voilà. Alors, on parle souvent, quand on parle d'orthodontie précoce, on parle souvent de prévention, d'interception ou de traitement. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, prévenir, c'est éviter l'apparition d'un problème, supprimer les causes. Par exemple, dans l'exemple de la tétine, ce serait ne pas donner la tétine. Intercepter, c'est intervenir pendant que la malocclusion est en train de se former. Dans l'exemple de la tétine, ce serait enlever suffisamment tôt la tétine. Et traiter, c'est soigner. Alors, selon l'âge, on fait de l'orthodontie précoce ou plus tardive. Ça peut être de l'orthodontie avec de la chirurgie, et les mini-vis font un espèce de recouvrement entre les deux. Donc, des traitements précoces, ce sont des traitements et ce ne sont pas de la prévention. La prévention. Quelles sont les causes des malocclusions? Pour parler des causes, on doit citer le professeur Planas, qui était un professeur de Barcelone, qui était au départ, je crois, professeur de prothèse ou de parodontologie et qui s'est dit, mais pourquoi les gens perdent leurs dents? Et il a observé les populations primitives qui n'ont pas de problème parodontaux et pas de besoin d'orthodontie. Et il a observé que c'était des personnes que les dents de ces populations étaient abrasées, que les mâchoires étaient très développées, que les enfants avaient assez longtemps une alimentation au sein, qu'il n'y avait bien sûr pas de tétine et pas de biberon, et qu'une fois que l'alimentation n'était plus au sein, elle devenait rapidement solide, dure et sèche. Et à ça, on pourrait ajouter l'absence de pollution et l'absence de sédentarité. Et donc, le professeur Planas a mis en règle tout le rôle de la mastication. Donc, pour avoir une proprioception optimale de l'appareil masticateur, eh bien, il faut que la langue soit au palais. Il faut que les dents se rencontrent, qu'elles puissent mastiquer dès qu'elles sont présentes et se frotter pour qu'une proprioception s'établisse entre la langue et le palais, entre les dents, et qu'on ait une respiration strictement nasale. Alors là-dessus, j'avais entendu à un congrès de la SBR, puisque vous savez que j'ai été très proche de la SBR pendant assez longtemps, que y avait le docteur Oyoun avait parlé du syndrome d'Ondine. Et c'est un syndrome assez rare parce que ce sont des enfants qui ne respirent ni par le nez ni par la bouche. Et il nous a présenté un cas en commençant par l'occlusion, les radios et tout à la fin le visage. Et ce qui était assez étonnant, c'est que c'était quelqu'un qui avait été dépisté en anténatal, parce que sinon, c'est vrai que si on ne respire pas, on ne peut pas vivre. Et il n'y avait pas de grosses déformations, il n'y avait pas toutes ces grosses déformations qu'on voit chez les respirateurs buccaux, chez les mauvais respirateurs nasaux. Et ce qui montre bien que ce qui est la cause du problème, ce n'est pas le fait de ne pas respirer par le nez, c'est le fait de respirer par la bouche et d'avoir une mauvaise position de la langue. Quand on respire par la bouche, il faut que la langue ait une position constamment basse pour aménager une filière de passage à l'air au niveau de la bouche. Donc, cette proprioception optimale de l'appareil mandicateur, langue au palais, dents qui se rencontrent, respiration nasale, sous-entend que rien n'est interposé entre les dents et qu'on a une déglutition dentée. Alors, la première chose à faire, c'est de supprimer le biberon et la tétine. Et pour supprimer le biberon et la tétine, il faut poser la question. Patrick a parlé tout à l'heure du biberon. C'est vrai que les gens nous disent toujours, bah non, que le matin, que le soir. Il faut une suppression totale. Et la tétine, il faut se rendre compte que maintenant, de plus en plus, on voit des grands enfants, même des enfants de 8 ans qui ont la tétine, même des enfants de 10 ans qui ont la tétine. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à poser la question. Et pour se mettre dans une logique de réussite, il ne faut surtout pas commencer un traitement tant qu'on a le biberon ou la tétine. Ça, c'est les collèges d'internat de mon fils. Quand il a passé l'internat, c'est vrai que dans les mesures de prévention du syndrome de mort subite du nouveau-né, on parle de proposer une tétine lors de l'endormissement. Donc, on n'est pas prêt d'en finir avec la tétine.
Attendez. Non, c'est pas ça, j'arrive pas. Alors, continuons avec les actes de prévention et d'interception. Donc, on a dit pas de biberon, pas de tétine. On peut supprimer les parafonctions. On peut aussi ajouter apprendre à l'enfant à se moucher. Parce que comme il est impératif de respirer par le nez, quand on voit ces enfants qui arrivent au cabinet, qui ont le nez tout plein, tout sale, c'est pas possible pour eux de respirer par le nez. Il faut enlever les obstacles. Il faut aussi promouvoir une alimentation solide, variée, équilibrée. Et puis le mouvement. Alors, le mouvement, c'est la vie. Le mouvement général du corps, c'est le sport. Et le mouvement local, et là, c'est toute la place de l'ostéopathie qui nous aide à déplacer les dents, à faire grandir les mâchoires et à obtenir tous les mouvements dont on a besoin. Alors, quand on traite un enfant, ce n'est pas pareil que quand on traite un adulte. La différence, c'est que c'est des enfants qui sont en croissance, où aucune structure n'a atteint sa taille définitive. Et autant quand on fait de la chirurgie, on se dit est-ce que je vais agir sur le haut, est-ce que je vais agir sur le bas, est-ce que je vais agir sur un peu sur les deux. Quand on fait de l'orthodontie pédiatrique, on ne va pas empêcher de grandir un enfant. On va majorer la croissance de la structure en retard. Et donc, quand on a une classe 2, on va faire grandir la mandibule. Et quand on a une classe 3, on va faire grandir le maxillaire. Et je dirais même que toutes ces déformations qui sont liées à un maxillaire trop développé sont ceux qui sont les plus simples à traiter précocement parce que le maxillaire est un os particulièrement adaptatif, très sensible à la fonction et aux dysfonctions. Alors moi, l'objet de ma conférence d'aujourd'hui, c'est quand est-ce que le traitement précoce est-il vraiment obligatoire? Quand est-ce qu'on ne peut pas dire « ah ben non, j'attendrai ». Dans deux cas, quand il y a un risque de complication ou quand il y a un risque d'aggravation. Alors la complication, c'est le plus souvent les traumatismes. C'est vrai que quand j'ai commencé mon orthodontie il y a longtemps, on avait beaucoup d'enfants qui suçaient le pouce. Maintenant, comme on a de plus en plus de tétines, on en a moins. Mais les risques de traumatisme sont très importants quand on a un overjet important. C'est-à-dire que quand les lèvres, les incisives supérieures ne sont pas protégées par la lèvre, quand le pare-brise est devant le pare-choc. Donc, c'est dans les cas de proalvéolie des incisives supérieures, de rétrognathisme mandibulaire. Aussi, les problèmes de traumatisme, on peut les avoir aussi au niveau du parodonte, comme on va le voir un peu plus tard. L'autre cas où il faut vraiment traiter précocement, ce sont dans les pathologies évolutives. Et merci au docteur Salagnac de m'avoir mis le doigt dessus. Donc, toutes ces pathologies évolutives qui sont très, très souvent liées à la tétine, parce que la tétine, elle va mettre la langue en bas. Si les enfants la gardent toute la journée, elle maintient la langue en bas. Au palais, il n'y a rien pour contrer les forces centripètes des buccinateurs. Et donc, on se retrouve avec des maxillaires insuffisamment développés et des mandibules qui ne sont pas contrôlées et qui peuvent se déplacer et grandir trop vers l'avant, vers le côté, vers le bas. Et éventuellement aussi les dents incluses, parce que quand les mâchoires ne sont pas assez développées, les dents n'ont pas la place pour se mettre. Donc voilà. Alors cette photo, c'est à quelqu'un à qui j'expliquais qu'il fallait traiter sans attendre parce qu'il y avait un risque de traumatisme. Et c'est vrai qu'en général, nous, on ne les voit pas parce qu'on les voit quand les dents sont déjà réparées. Mais donc, elle est revenue 15 jours plus tard avec les dents cassées. Voilà ce que j'ai expliqué avec les dents devant la lèvre. Ça, c'est un signal d'alerte. On n'a pas le droit de laisser les choses comme ça sans intervenir sous n'importe quel prétexte. Donc là, je reprends les recommandations de la Fédération française d'orthodontie qui explique que des revues systématiques soulignent le risque élevé de traumatisme associé à un surplomb incisif augmenté. Et le traitement précoce des malocclusions de classe 2 division 1 réduit significativement le risque de survenue du traumatisme. Et c'est vrai que ce sont des cas que nous envoient souvent les pédodontistes parce que c'est eux qui se retrouvent avec les traumatismes. Je cite là les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé de juillet 2017. Donc voilà les traumatismes, parce que ce n'est pas rien les traumatismes. Alors ce cas-là, il vous illustre tout ce qu'on peut avoir comme traumatisme. D'une autre façon, quand on parle d'intervenir plus ou moins précocement, quand on voit qu'on a une absence d'une dent définitive ou la persistance d'une dent de lait avec un décalage de plus de 6 mois par rapport à la contralatérale, une radiographie de contrôle, voire un cône BIM est indispensable pour voir s'il y a un obstacle ou un traumatisme. Voilà le cas
de ce jeune homme. On a fait bien sûr. En fait, quand j'aurais dû vérifier, ils avaient ouvert mon micro. Sur lequel on voit que la dent, l'incisive, a bien sa racine. Et puis on fait la place, on tracte et on la met en place. Alors la succion du pouce, c'est pas pareil que la tétine, hein, comme l'a expliqué le docteur Defez et Fellus. C'est vrai que la différence de la succion du pouce, c'est que on la retrouve dans tout le règne animal et on le retrouve en anténatal. Donc c'est quelque chose qui est peut-être plus physiologique, c'est que quand l'enfant naît et se retrouve confronté au traumatisme qui est le monde extérieur, le fait de prendre son pouce constitue pour lui une façon de répondre et de trouver une solution. Par rapport à la tétine qui est quand même donnée par quelqu'un d'extérieur. Donc voilà cette jeune fille qui a les dents en avant, une proalvéolie des incisives supérieures. On voit que sur ces incisives, on a une tache qui correspond à un traumatisme sur les dents de lait. Elle suce son pouce. Alors, ce que je continue de faire, ce qu'on faisait à Robert Debré, c'est-à-dire que, voilà, là, on regarde ces radios. On voit que les maxillaires sont en classe 1. On a une proalvéolie des incisives supérieures qui sont tirées par le pouce et on a une étroitesse de l'arcade, car quand il y a le pouce, les buccinateurs contractent l'arcade, la langue se met en bas et ces arcades sont déformées dans le sens trop allongé et trop étroite. Donc, dans un premier temps, on va lui mettre une plaque palatine qui va l'aider à se déshabituer du pouce sans l'empêcher complètement. Je peux faire remarquer que c'est un moment de choix pour prescrire à l'enfant aussi un frogimos parce qu'on va mettre quelque chose qui l'embête un peu et le frogimos pourra, à ce moment-là précis, induire de nouveaux réflexes et aider la rééducation spontanée. Ensuite, on a élargi les mâchoires, on a reculé les dents, mais on ne va pas les laisser écartées les unes plus hautes que les autres. On les aligne un petit peu et la voilà au bout de 9 mois de traitement. Un autre cas de décalage et d'exposition des incisives, ce sont les rétrognathies mandibulaires. Voilà cette petite fille, elle devait avoir 4 ans et demi, 5 ans. C'est vrai que moi, j'aime bien les prendre vers 5 ans parce ils ont envie de nous aider, ils sont sympas. Et puis, comme ce sont des traitements qui sont quand même assez rapides, voilà. Et on a traité la rétrognathie mandibulaire en propulsant la mandibule. Bon, c'est vrai que la plupart du temps, on a un peu de proalvéolie, un peu de rétrognathie. C'est vrai que j'ai choisi des cas où il y avait tout l'un et tout l'autre pour que ce soit plus didactique. Alors, la classe de 2, justement. Donc, la mandibule est un peu en retrait et les incisives maxillaires sont versées vers l'arrière. Là, on la voit à 12 ans, la voilà à 9 ans, ce n'est pas tellement différent. C'est vrai qu'on peut traiter plus précocement, mais que quand elle arrive vers 12 ans, elle risque d'avoir une canine en rotation, une prémolaire en rotation, et que le traitement de redressement des incisives et de l'avancée mandibulaire se fait très facilement entre 18 et 24 mois de traitement en denture définitive. Donc, c'est des traitements que moi, je préfère traiter en denture définitive. Et on voit que l'amélioration du visage est quand même très intéressante. Les traumatismes muqueux. Voilà, c'est un petit patient qui vient, il a 7 ans ou 6 ans et demi, et on voit qu'il a une lésion au niveau du palais parce qu'il se mord dans le palais. Donc là, il n'y a pas de risque de traumatisme dentaire, mais il passe beaucoup de son temps sous antibiotiques à cause du traumatisme du palais. Celui-là, on ne va pas lui dire d'attendre 12 ans et de prendre pendant 6 ans des antibiotiques avant d'intervenir. Donc bien sûr, ce cas-là, il faudra le traiter précocement. Donc là, nous avons parlé des complications. Maintenant, nous allons parler du risque d'aggravation et des pathologies évolutives. Alors, j'ai mis une boule de neige parce que c'est vrai que ce sont des choses qui évoluent. C'est qu'on a au départ quelques dents un peu mal mises et puis qui sont des petites malocclusions qui, avec le temps, vont devenir des anomalies squelettiques, entraînant une déformation de tout le visage et une déviation de la croissance mandibulaire dans les 3 sens de l'espace. En raison de caractère évolutif de ces lésions, il faut traiter précocement. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on va prendre en charge la structure en retard. Alors, l'hypoplasie maxillaire, elle est tridimensionnelle. Donc, on a un articulé croisé
c'est-à-dire qu'un articulé, quand le maxillaire n'est pas assez développé, ça peut donner un articulé croisé soit latéral, avec une endognathie unique ou bilatérale. Quand elle est unilatérale, donc elle est moins grave que quand elle est bilatérale, ben à la longue, ça va donner une déviation latérale de la mandibule. Quand on a un hypodéveloppement maxillaire qui va générer un dépassement de la mandibule vers l'avant, ben sans traitement, ça va donner une prognathie mandibulaire. Quand l'infraclusion va générer une croissance non contrôlée de la mandibule vers le bas, ben on va avoir des long face syndrome, des hyperdivergences squelettiques. Et donc, ce que nous allons proposer, c'est des traitements tridimensionnels du maxillaire qui vont permettre de contenir la mandibule et de réorienter sa croissance pour éviter que l'aggravation, cette aggravation telle qu'une malocclusion devienne une anomalie squelettique avec déformation de tout le visage. Donc, je l'ai déjà montré, mais je trouve qu'elle explique tellement bien. Voilà Patrick Fiori, que je n'ai pas traité, bien sûr. Quand on regarde son occlusion, on voit qu'il a quelques dents en inversé d'articulé. On voit que son visage adulte est vraiment déformé avec un décalage de la mandibule, alors qu'enfant, il n'y avait pas de décalage. Enfant, il n'y a pas de décalage parce que la plupart du temps, on est en inocclusion, en position de repos, et que il n'est pas décalé, mais le fait d'avoir un décalage entraînera à la longue une déformation de tout le visage. Donc, on n'a pas le droit de rien faire. Le rôle de l'expansion précoce, eh bien, on va supprimer les articules inversés parce que c'est ce qui est vraiment le blocage de la croissance pour donner du volume au maxillaire et à tout l'étage moyen de la face, permettre le repositionnement mandibulaire, rendre les mâchoires fonctionnelles. Alors, en même temps qu'on fait ça, il faut savoir que puisqu'on va agir sur le plafond de la bouche, on va aussi agir sur le plancher du nez et qu'on va améliorer la respiration nasale. On va permettre à l'enfant d'avoir une mastication à droite et à gauche symétrique parce qu'on est fait pour mastiquer des deux côtés comme on est fait pour marcher sur les deux jambes. On va permettre à l'enfant d'avoir une croissance symétrique, d'éviter des attitudes scoliotiques et de donner la place aux dents définitives et parfois même d'éviter les dents incluses. C'est ce que je vais vous montrer. Voilà. Donc là, on voit sur ce visage de cette petite fille qu'elle est tout à fait déformée. On a un articulé croisé sur le côté. Je dois dire que j'ai eu du mal à la trouver parce que la plupart du temps, en position de repos, les enfants sont en inocclusion et il n'y a pas cette déviation. Quand la déviation est visible, même en position de repos, c'est-à-dire que même avant l'occlusion, le maxillaire est inscrit dans la mandibule. Ça veut dire que la déformation est très importante. Elle avait 4 ans et voilà, on a réalisé de l'expansion et en quelques mois, le haut est remis sur le bas et l'équilibre du visage est rétabli. Alors voilà ce qu'on voit la plupart du temps. On voit cette petite fille qui a 6 ans. On voit que la lèvre supérieure est plus fine que la lèvre inférieure, mais on n'arrive pas à se dire de quel côté dévie la mandibule. Est-ce que c'est vers l'avant? Est-ce que c'est vers le côté? Est-ce que c'est vers le bas? On ne peut pas vraiment, si on demandait, on aurait 50-50 dans les réponses. Voilà, donc elle, à l'occlusion, elle dévie sur la droite et vers l'avant. Et on se dit que sans traitement, elle va acquérir une déformation du visage avec la mandibule qui grandit trop vers l'avant et vers la droite. On a réalisé de l'expansion. Alors, ce qui est intéressant quand on fait de l'expansion, c'est que parfois, on élargit et la mandibule continue à se dévier. Ou bien, en présence de l'appareil, on continue à avoir une déviation. Et là, c'est vrai que c'est pas mal d'être aidé par les ostéopathes parce que les ostéopathes nous permettent de recentrer quand il y a des blocages qui ne sont pas au niveau dentaire. Alors, l'expansion précoce donne la place aux dents définitives. Et bien, voilà un cas où on a fait de l'expansion. En avril 2013, les canines étaient en train de s'inclure. Et puis, en novembre 2015, toutes les dents peuvent pousser. Alors, un autre cas qui est aussi assez intéressant, si on regarde, vous voyez, on voit cette petite jeune fille qui avait un problème parodontal quand même assez important. Sur la panoramique, on voit que la canine, elle est devant la latérale, certainement, et peut-être même, elle est en train de vouloir faire une transposition. Elle peut très, très bien faire son éruption si on fait sans traitement en transposition. Voilà l'arcade maxillaire, voici l'arcade mandibulaire. Donc, j'ai fait de l'expansion. Après, j'ai un petit peu aligné les dents avec des bagues. Alors, en bas,
j'ai mis plutôt des baraquettes parce que c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de place pour mettre un appareillage à l'intérieur. Et voilà la patiente en fin de traitement. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que la dent qui était bien placée, elle a fait son éruption, et que l'autre, de l'autre côté, elle a mis plus de temps parce qu'elle s'est déplacée spontanément pour faire son éruption un peu plus tard. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, moi, j'aurais bien eu envie de reprendre le traitement, mais là, c'est le danger quand on fait des traitements précoces. C'est vrai que les gens sont souvent beaucoup moins motivés pour faire les finitions, pour traiter les rotations. Voilà, donc là, j'espère pouvoir terminer ce traitement. L'appareillage qu'on utilise. Alors, on utilise chez les enfants un appareillage qui n'a pas besoin des dents de 6 ans. Donc, on utilise un palais qui recouvre le palais et les dents. Ce recouvrement au niveau des dents doit offrir une surélévation de l'occlusion suffisante pour supprimer les interférences et franchir les articulés croisés. Donc souvent, les enfants dévient sur la canine. Il faut que l'hauteur des plans soit suffisante pour que ça puisse passer et qu'ils ne butent pas sur la canine. Et donc, on va obtenir une perte de proprioception pathologique pour ne plus avoir de déplacement mandibulaire à la fermeture, la suppression de la position mandibulaire dysfonctionnelle et obtenir une possibilité de mouvement de latéralité mandibulaire pour pouvoir obtenir une mastication unilatérale alternée. Alors évidemment, on adapte l'appareil aux autres sens de l'espace en mettant un arc vestibulaire ou en mettant un arc lingual ou en ajoutant ou en mettant une hauteur plus importante. Ce qui est intéressant, c'est que comme ce sont des appareils amovibles, bon, bien sûr à port continu parce qu'il faut les garder pour manger pour qu'on ait justement une perte de la proprioception pathologique, comme ils sont amovibles, on peut régler la hauteur, on peut l'enlever, on peut le régler hors de la bouche et c'est très très facile de traiter les enfants comme ça. Je reviens sur le rôle de la mastication, donc c'est vraiment la première fonction, les dents. C'est essentiel que dès qu'on ait l'éruption des dents, dès qu'elles poussent, elles puissent se frotter, car c'est leur frottement qui va donner l'énergie pour le développement des mâchoires. Elle doit être alternativement à droite et à gauche pour que la croissance soit harmonieuse. Alors, les mastications pathologiques, les deux premières photos, on n'a pas de mastication. Ici, on voit bien qu'on a un fonctionnement masticatoire qui ne peut pas être symétrique. Et les derniers cas où on a des supraclusions importantes, on a des mastications qui se font en ouverture-fermeture. Alors, j'ai vu une publicité pour des petits trucs en plastique à mordiller. Ça n'a rien à voir avec la mastication unilatérale alternée et je ne vois pas l'intérêt. Donc, dans le sens antéro-postérieur, donc on a parlé du sens transversal, maintenant du sens antéro-postérieur. Donc, l'insuffisance de développement du maxillaire, c'est la classe 3. Voilà cette petite fille qui a 3 ans et demi. On va commencer son traitement à 4 ans. C'est vrai que moi, j'aime 4-5 ans. 4 ans et demi, 5 ans, je suis à l'aise. Avant, je ne suis peut-être pas aussi à l'aise, mais c'est vrai que nous avons les orthophonistes, les logopèdes, les ostéopathes qui peuvent intervenir avant que nous intervenions. Et c'est vrai que peut-être que le fait de voir les gens, ça permet de faire un premier contact. Donc, voilà son occlusion. On voit qu'elle n'a pas du tout ses dents de 6 ans, bien sûr. Ses radios. Alors, dans tous ces cas, on voit toujours qu'il y a un énorme manque de place à l'arcade maxillaire. Et bien sûr, il ne faut absolument pas envisager des extractions ultérieures, car on aurait une aggravation de la dysharmonie squelettique par une dysharmonie alvéolaire. On aggraverait le cas en enlevant des dents. Donc, surtout, ne jamais enlever des dents à l'arcade supérieure. Donc voilà, une surélévation. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais le début de traitement, c'était en novembre 2010. La voilà en janvier 2011, avec l'appareil et sans l'appareil. Et en mai 2011, la voilà quand on arrête le traitement. La revoilà quelques années plus tard. Alors, on fait les radios. Sur les radios, on voit qu'il y a un problème au niveau des prémolaires. Donc, surtout dans ce cas-là, ne pas commencer à essayer d'arranger les incisives parce qu'on est sûr qu'on devra y intervenir plus tard. Il n'y a pas moyen de le faire ça avant que ça pousse. Et là, voilà, quand on va reprendre son traitement avec des multi-attaches pour faire tourner les prémolaires qui sont en mauvaise posture. Voilà, bien avec ses radios. Voilà. Et elle est actuellement en cours de traitement. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que quand on traite des prognaties mandibulaires, des classes 3, des insuffisances maxillaires,
on se rend compte que quelle que soit la gravité du cas, et vous voyez cette petite, il n'y avait aucun proglissement, les incisives du haut ne touchaient pas du tout les incisives du bas à la fermeture, on les traite et on n'a aucune symptomatologie faciale. Personne ne peut dire que cette petite jeune fille était prognate avant. Donc voilà des cas. Donc, dans les cas de classe 3, comme j'en avais parlé l'année dernière, on utilise un appareil avec des surélévations d'une hauteur plus importante. Le voilà dans la bouche. Ici, j'ai commencé à diminuer la hauteur une fois que l'articulé est franchi. Alors, ces deux photos sont aussi intéressantes parce qu'on voit que finalement, c'est plus facile de le commencer quand on est en denture lactéale que quand ils sont un peu plus grands et qu'ils commencent à perdre des incisives. On va devoir laisser l'appareil jusqu'à ce que les incisives supérieures poussent pour maintenir la mandibule. Alors que là, une fois que l'articulé est remis, l'articulé est remis. Donc voilà un autre petit patient. Et on voit sur son visage qu'il a une déviation déjà vers la droite. Et donc, on peut se dire que même en position de repos, le haut est inscrit dans la mandibule. On voit qu'il n'y a aucune propulsion, qu'il n'y a pas de contact. Voilà, après traitement. Donc, l'amélioration du visage est quand même très nette. Hein. On pourrait même presque dire que je crois que c'est Jean-Baptiste Kerbrat qui avait dit ça, que l'esthétique est une fonction. Et c'est vrai que l'esthétique est une fonction du visage. Voilà. L'amélioration radiologique. Alors, c'est vrai que les radiographies, comme elles sont en occlusion, eh ben, elles sont toujours plus graves que les photographies, bien sûr. Le voilà quand on va reprendre le multi-attache pour finir d'améliorer tout ça et redresser encore un petit peu les racines des dents antérieures. Les infraclusions. Alors, voilà la preuve par l'image que les infraclusions ne s'arrangent pas toujours avec le temps. Hein, voilà Madame Macron jeune. Madame Macron, après une prothèse, eh bien, on voit que la béance est toujours là, alors que certainement la prothèse avait dû être faite pour essayer d'avoir le meilleur recouvrement possible. Donc, les béances ne s'arrangent pas toujours avec le temps. Alors, pour parler des appareillages que j'utilise, il y a une notion qui est très importante. C'est l'antagonisme qu'il y a entre la langue et les dents. Donc, quand le bébé naît, il a la langue qui est étalée entre les procès alvéolaires et enfin, non, on ne va pas commencer comme ça. D'abord, quand vous mettez n'importe quoi dans votre bouche, vous le mastiquez. On se mastique tout ce qu'on met dans la bouche, sauf la langue. Donc, quand le bébé naît, il a la langue étalée entre les procès alvéolo-dentaires et normalement, quand les dents vont pousser, eh ben, la langue va reculer. À partir du moment où les dents poussent et se frottent, la langue va reculer. Maintenant, si l'enfant continue à avoir un biberon, même une fois par jour, une tétine, continue à sucer des pouces, à sucer un doigt, eh ben, la langue, elle va modifier la position, elle va empêcher le contact des dents pour ne pas avoir un contact agressif. Et donc, nous avons deux attitudes thérapeutiques, soit de faire reculer la langue, ce sont toutes les techniques de rééducation des orthophonistes, des kinés, le frogimos, soit de faire fonctionner les dents. Et faire fonctionner les dents, c'est faire des mouvements de latéralité qui soient transmis à toutes les dents, même les dents qui sont en inocclusion ou en malocclusion, que toutes les dents puissent recevoir les stimuli masticatoires. Alors, de la même façon, quand on a des supraocclusions, on va mettre des plans de surélévation rétro-incisifs pour avoir une mastication sur les dents antérieures. Quand on a des infraclusions, on va mettre des plans de surélévation molaire pour favoriser une mastication sur les dents postérieures. Et quand la langue n'est plus étalée entre les dents, elle peut se positionner au palais qui a été élargi et ainsi favoriser en même temps la respiration nasale. D'ailleurs, c'est bien pour ça que les ORL nous envoient de plus en plus de cas. Une autre idée, c'est la mise en fonction des dents. C'est le fait que les stimuli masticatoires vont être perçus par toutes les dents maxillaires alors qu'avant, elles ne les percevaient pas, pour pouvoir avoir une réponse en 3D selon les lois du développement de Planas, parce que Planas a dit que la sollicitation d'une dent d'un bourgeon embryologique entraîne une réponse de toutes les dents de ce bourgeon. C'est ce qui permet de traiter le sens vertical grâce à une égression sélective mandibulaire et en même temps qu'on développe le maxillaire vers l'avant. C'est vrai que quand on met ce type d'appareil, on voit que le maxillaire se développe vers l'avant, l'extérieur et le bas. C'est comme ça qu'on va fermer les béances. Donc, on voit que l'interposition de résine, c'est le schéma de Fez, va
permettre à la langue de rentrer et de s'élever dans le palais. Et on voit que là, ce patient qui a des plans molaires, la langue s'interpose antérieurement, mais surtout pas latéralement. Et cette interposition qui se passe avec les plans est moindre de toute façon que ce qui se passait quand il n'y avait pas l'appareil, hein, puisque la présence de l'appareil augmente l'espace disponible. Donc voilà, une petite béance qui très très rapidement se ferme et la fermeture se maintient. Les traitements des béances, c'est vrai que le moment où on est le plus efficace, c'est quand de la même façon pour les tractions des dents incluses d'ailleurs, hein, c'est quand on est proche de l'âge physiologique des éruptions des dents. Les dents, elles sont programmées pour pousser, sauf s'il y a un obstacle. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir facilement majorer. C'est comme pour la croissance, comme pour les enfants en croissance. Quand on est dans une dynamique, c'est plus facile de pouvoir accélérer la dynamique qui est en jeu, qui se produit. Donc là, c'est vrai que j'avais écrit un article qui était passé dans la revue d'EDF et dans une revue américaine où on voit la fermeture de la béance. Alors, donc au départ, on avait une béance importante. Bien sûr, il y avait depuis plus de 6 mois ni biberon ni tétine, ça va sans dire. On a eu une amélioration. On s'est dit, bon, ben maintenant, on fait une pause, on attend les incisives latérales, on a recommencé et la béance a continué à se fermer. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que la fermeture qu'on a acquis, eh bien, elle s'est maintenue. Voilà. Alors ici, on voit les appareils et on voit tout à fait qu'on n'a pas du tout besoin de la dent de 6 ans pour travailler. L'évolution radiologique, et on voit qu'on arrive tout à fait à changer la forme du squelette. Alors, encore un cas. Donc, une jeune fille de 8 ans qui avait la tétine. Donc, c'est pour ça, poser la question. Hein. Posez les questions, biberon et tétine, posez-la. Donc, l'amélioration des premières photos, c'est après l'arrêt de la tétine. Donc, on a une amélioration spontanée. Il faut aussi, bien sûr, toujours laisser l'amélioration spontanée se faire. Ce que fait la nature, ben, c'est plus facile. Hein. Là, après 6 mois de traitement. Et alors, ce qui est aussi, enfin, oui, après 6 mois de traitement, tout à fait, puis je l'ai revu. Et alors, voilà les amygdales qu'elle avait. Donc, c'est vrai que entre professionnels de santé, on a besoin des ORL également. Donc, le rôle des traitements précoces, eh bien, ont permis d'améliorer l'alimentation, rendre la déglutition dentée plus confortable, la mastication qui peut se faire d'une façon symétrique, obtenir une croissance symétrique de l'enfant, on a une amélioration posturale, éviter les attitudes scoliotiques, donner la place aux dents définitives, éviter les canines incluses, améliorer la respiration, puisque quand on améliore, on élargit le palais, on élargit le plancher des fosses nasales. Et au-delà de la bouche, on a une amélioration de la face. On permet à l'enfant d'avoir un développement équilibré. On a un rôle, bien sûr, esthétique, de communication et psychologique. Voilà, c'est tout bénef pour les enfants. Et je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci beaucoup de cette superbe conférence qui était particulièrement claire. J'ai même des membres de mon équipe technique qui se sont arrêtés au milieu de la conférence pour venir me dire « Ah mais c'est super, je comprends absolument tout, d'un coup, tout me paraît simple. » On a beaucoup de questions, c'est super. On va donc essayer d'aller au plus vite et au plus concret sur toutes les questions. Une particulièrement intéressante de la part de Mathieu C qui dit « Ces plaques avec les plans de surélévation molaire très épais pour corriger la classe 3 sont-elles bien acceptées par les patients? Cette béance créée le temps du traitement ne provoque-t-elle pas des troubles de l'élocution ou des déglutitions dysfonctionnelles? Alors, de un, elles sont très bien acceptées quand elles sont bien présentées. Il faut expliquer aux patients qu'il y a 2 jours d'adaptation. Passer les 2 premiers jours, il n'y a pas de problème. La deuxième question, tu m'as dit, est-ce qu'elle ne provoque pas elle ne crée pas des troubles de l'élocution ou des déglutitions dysfonctionnelles, des cette troubles petite de béance? l'élocution, ça dure 2 jours. Au contraire, la déglutition, ça les rééduque. La plupart du temps, les enfants nous disent « Oh, ben, je ne sais plus comment avaler. » Alors, je dis ben, « C'est très bien, pour avaler, tu serres les dents. » Et ils serrent les dents et ils trouvent tout seuls, d'une façon tout à fait spontanée, la déglutition dentée. Parce que la langue ne s'étale plus, la langue ne peut plus passer et ils trouvent spontanément une déglutition dentée. L'autre question?
Oui, alors une autre question, c'est directement, quel est le traitement pour l'agénésie dentaire, avec impact sur l'alimentation et la croissance du patient, et car mastication difficile et inconfortable? Et là, tu veux que je te réponde en 20 secondes? Ça dépend des cas, hein. Je veux dire, on fait d'une discipline médicale. La génésie, il y a autant d'agénésie qu'il y a dedans, donc il y a tellement de cas possibles. Il n'y a pas de règle générale et c'est selon les cas. Quelle conduite à tenir face à un enfant de 5 ans qui n'a plus que 4 incisives inférieures et 2 molaires? Pas de médication possible. Je n'ai pas compris. Il a que 4 ans. Quelle conduite à tenir face à un enfant de 5 ans qui n'a plus que 4 incisives inférieures et 2 molaires? Et pourquoi il a plus que ça? Pourquoi il a plus que Euh, ces dents-là? alors, est-ce que vous pouvez commenter sur votre propre Ah question? oui, parce que Précise un petit peu. s'il a que ces dents-là, qu'il y a un problème d'hygiène, il faut peut-être d'abord s'occuper de l'hygiène, de l'alimentation. Bon, on pourrait aussi parler des sodas, de toutes ces choses-là. Donc, on fait de la médecine, il y a autant de cas qu'il y a de patients, et puis il faut regarder au-delà de notre discipline, bien sûr. Que faire pour une enfant de 5 ans qui présente une rétrognathie, a arrêté la tétine il y a 10 mois et se lèche beaucoup les lèvres, les suce, et alors que l'orthodontiste ne veut la revoir qu'à partir de 7 ans? C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est mettre des appareils de propulsion, hein, les appareils de propulsion. Bon, c'est vrai que dans les classes 2, souvent, on a une immaturité des enfants. C'est vrai qu'il y a plus d'immaturité. Peut-être que je vais vous dire que dans les appareils de propulsion, il faut plus de collaboration des enfants, quoique, que dans ces appareils avec les surélévations où il y a 2 jours d'adaptation et puis ça y est, quoi. Mais bon, ça dépend des cas. Et dans les classes 2, le principe, c'est d'arriver à positionner la mandibule dans une position plus antérieure pour obtenir une croissance au niveau des condyles mandibulaires. Pour stimuler les dents, peut-on proposer aux patients, aux parents, des massages gingivaux doux avec les doigts ou aucun intérêt car trop superficiel? Pourquoi pas? Je ne connais pas tout, pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Oui, quelle est la durée de port de ces gouttières avec les Attendez, surélévations une postérieures? chose, excuse-moi Guillaume. Oui. C'est vrai que même avant l'éruption des dents, le fait de proposer aux enfants des morceaux de pain dur qui se frottent les dents quand ils sont en train de faire les dents, c'est vrai que ça les aide, hein. Donc il y a une proprioception qui commence même avant l'éruption des dents. Donc, quelle est la durée de port de ces gouttières avec les surélévations postérieures en nombre d'heures dans la journée? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On les enlève uniquement le matin et le soir pour se brosser les dents et on nettoie l'appareil avec une brosse à dents et du dentifrice. Pour moi, c'est clair. Alors, je vais voir dans les questions aussi résolues que j'ai vues qu'il y en avait beaucoup. Parce que c'est important de les porter tout le temps, parce que si vous les enlevez, ben vous n'aurez pas de déconnexion de la proprioception pathologique pour acquérir une nouvelle proprioception. Donc, on ne peut pas avoir de résultat. À quel âge commencez-vous les expansions? Ici, en tant que kiné, on adresse à partir de 5 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je trouve que 5 ans, c'est un très bon âge pour travailler, parce que ce sont des traitements qui sont rapides, qui font 6 mois, 1 an. Quand la dent de 6 ans arrive, tout est remis. C'est vrai que je suis très à l'aise avec les enfants de 5 ans. Maintenant, si c'est pas mal de les envoyer peut-être un peu avant pour prendre un premier contact, mais 5 ans, c'est l'âge idéal, je trouve. Et puis en plus, aussi, ce qui est intéressant à 5 ans, c'est que les incisives sont là. Si vous commencez à 6 ans, les incisives supérieures, elles vont tomber très vite et elles n'ont plus de racines. Voilà, donc 4 ans et demi, 5 ans, je trouve que c'est un très bon âge pour travailler. Quel appareil de propulsion en denture latérale? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appareils. On peut utiliser les gouttières du commerce, on peut utiliser des activateurs faits au laboratoire, il y a autant d'appareils qu'il y a selon les cas. C'est vrai que j'aime assez les appareils qui ferment la bouche. Je vais encore dire un truc qui va hérisser peut-être certains, mais j'aime pas les appareils qui permettent un contact de la langue avec la papille rétro-incisive. Parce que j'aime pas cette face, parce que j'ai déjà eu des cas en mettant des appareils qui laissaient un contact de la langue où les enfants allaient mettre la langue, allaient essayer de rechercher la lèvre et passer la langue quand même. Donc j'aime les appareils qui empêchent le passage de la langue. Alors maintenant, ça dépend si on a si on a une classe 2 symétrique, asymétrique, tout dépend un petit peu de ce qu'on a.
Ta compatriote, le docteur Raskin, qui interviendra demain, te demande si tu peux approfondir le risque de perte de chance pour les dysfonctions. Quelle dysfonction? Alors, la perte de chance, c'est que si on intervient trop tard et que le visage a déjà des... Enfin, c'est un enfant qui ne respire pas bien, qui est tout le temps malade, qui passe son temps sous antibiotiques, dont le visage a déjà des déformations, qui gardera quand même un visage de classe 3, même si j'arrive à les traiter de plus en plus tard. Et finalement, je crois que je pourrais même les traiter adultes, mais bon, j'en ai pas envie. Mais je pense que quand quelque chose est facile à faire, pourquoi le laisser devenir difficile? Alors, je vois, vous pouvez, n'oubliez pas que vous pouvez voter pour les différentes questions pour que ce soit toujours les plus pertinentes qui puissent être posées. On a notamment un chirurgien ORL et spécialiste du sommeil enfant-adulte qui te demande une précision sur cet âge-là en disant qu'il lutte en pédiatrie contre la respiration buccale pour la ventilation nasopharyngée, pour une bonne croissance faciale contre le SAS. Nous avons toujours besoin de collaborateurs de différentes spécialités. Dans notre discipline, la vie orthodontique est communément réalisée à l'âge de 7 ans, parfois tard. Quel est vraiment l'âge minimal à communiquer aux ERL pour un premier avis? Moi, je trouve que 4 ans et demi, 5 ans, c'est l'âge idéal. Voilà, on peut le faire. C'est vrai que je vous ai montré des photos parce qu'on est dans un congrès d'orthodontie pédiatrique. Alors, je vous ai montré des photos à 4 ans. Mais en général, les enfants de 5 ans, ils sont super sympas. 4 ans et demi, 5 ans, ils sont sympas, c'est facile, tout se passe bien. Et puis l'amélioration rapide, parce que imaginez-vous, quand vous faites une expansion d'un demi-centimètre sur un enfant de 5 ans, c'est beaucoup plus qu'un demi-centimètre sur un enfant de 7 ans, voire sur un enfant de 12 ans. Donc, on obtient facilement, rapidement, des progrès très importants. C'est bien dommage de s'en priver. Il y a une dernière question qui, je sais, est absolument capitale sur ces appareils. Mais ces appareils avec sécales, est-ce qu'ils doivent être portés durant les repas? Absolument. Tout le temps, il faut manger avec. Si vous l'enlevez pour mastiquer, eh ben de nouveau, les enfants vont se mettre de travers ou de travers sur le côté ou de travers vers l'avant. Et de la même façon, quand on veut fermer des béances, parce que j'ai eu des cas comme ça, parce que de temps en temps, même quand on travaille plus tardivement, il m'est arrivé d'avoir des cas de patients qui s'ouvrent. Et de mettre ce type d'appareil où on a des béances qui apparaissent tardivement avec une langue pas bien rééduquée. On n'a pas toujours des orthophonistes autour de nous aussi compétentes que le sont les orthophonistes que nous avons dans la SFP. Et ce n'est pas toujours facile à trouver, puis les gens n'ont pas le temps d'y aller, tout ça. Et si les appareils ne sont pas portés tout le temps, ben on ne ferme pas les béances. Voilà. Vous savez, pour déplacer des dents, il faut une force de 8 heures. Et les dents commencent à se déplacer à partir de la 8e heure. Donc, quand on veut avoir des mouvements dentaires, il faut des forces continues. On est tout à fait d'accord. Je sais que Patrick, mon père, serait tout à fait de ton avis. Je te remercie chaleureusement pour cette conférence.